Ma femme m'a humilié d'une gifle devant son amant, mais je l'ai renvoyé chez lui sans dents. Avant de commencer, sachez que ça va être long. Vraiment long. Prenez un café et installez-vous confortablement, car cette histoire contient tout, infidélité, détournement de fonds, crimes fédéraux, et la revanche la plus douce que vous ayez jamais entendue. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé, mais tout le monde me dit que je dois partager cette histoire. Alors voilà. Moi, homme de 34 ans, je dirige ma propre entreprise de transport routier et de logistique depuis maintenant 8 ans. Je sais ce que vous pensez, encore une histoire de camionneur. Mais restez avec moi, car ça devient fou. Je ne viens pas d'une famille aisée. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans, me laissant avec rien d'autre qu'un vieux pick-up Ford cabossé et environ $3000. Je travaillais déjà dans une petite entreprise de transport local depuis mes 16 ans, principalement sur les quais de chargement et à faire de la maintenance pendant les étés et les week-ends, tout au long du lycée. Après les funérailles, j'ai décidé de passer mon permis poids lourd, CDL, et de me lancer à temps plein au lieu d'aller à l'université. Les premières années ont été brutales. J'étais chauffeur longue distance, je vivais dans ma cabine pendant des semaines, je mangeais dans les relais routiers et je dormais sur des parkings. Mais j'étais bon dans ce que je faisais, toujours à l'heure, jamais de cargaison endommagée, je me suis fait des relations avec les répartiteurs et les clients. L'entreprise pour laquelle je travaillais était petite et familiale, mais le vieux monsieur qui la dirigeait m'a pris sous son aile. Il m'a appris non seulement à conduire, mais aussi comment fonctionnait l'ensemble du secteur, la logistique, l'acheminement, les relations clients, la réglementation fédérale, tout. Lorsqu'il a pris sa retraite à 70 ans, il m'a proposé de me vendre l'entreprise. Problème, je n'avais que $15 000 d'économie, et il en voulait 200 000 pour la faire. Mais il croyait en moi au point de me proposer un financement par le propriétaire. J'ai repris 6 camions, 4 chauffeurs et un petit entrepôt. Il m'a dit le premier jour où je suis devenu propriétaire, cette entreprise te rendra soit riche, soit fou, parfois les deux dans la même journée. Il n'avait pas tort. Avance rapide de 8 ans, et j'ai maintenant 40 chauffeurs, ma propre flotte de 35 camions, et nous gérons tout, des livraisons locales au transport longue distance. Nous faisons aussi de la logistique tierce partie, en gérant les chaînes d'approvisionnement pour les entreprises qui ne veulent pas s'occuper elles-mêmes des tracas liés à l'expédition. L'an dernier, nous avons généré $4 300 000 de chiffre d'affaires. Pas mal pour un gars qui a commencé en dormant dans une cabine de camion, non? Le succès de l'entreprise est important pour comprendre ce qui vient ensuite, car cela explique pourquoi je suis devenu une cible. J'ai rencontré Jessica quand j'avais 28 ans, en livrant des meubles de bureau à sa start-up technologique en faillite. Elle était magnifique, à couper le souffle, avec des cheveux blonds et des yeux bleus qui vous faisaient oublier votre propre nom. Tu ne ressembles à aucun livreur que j'ai vu, m'a-t-elle dit en me regardant de haut en bas. La plupart des femmes semblaient gênées quand je leur disais que je dirigeais une entreprise de transport. Jessica, elle, agissait comme si c'était l'activité la plus fascinante du monde. J'adore un homme qui a construit quelque chose à partir de rien, m'a-t-elle dit avec un sourire coquin qui m'a vidé l'esprit. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant italien chic au centre-ville. Elle a parlé de ses rêves de créer une boutique, de voyager à travers le monde, de tous ses grands projets. J'ai juste besoin de trouver le bon partenaire, a-t-elle dit en me touchant la main, quelqu'un d'ambitieux comme moi, quelqu'un qui va quelque part. Je pensais qu'elle parlait d'un partenaire de vie. Maintenant je comprends qu'elle parlait d'un partenaire financier. La relation a évolué rapidement. En moins de 6 mois, nous parlions déjà d'emménager ensemble. En moins d'1 an, je cherchais une bague. Jessica a quitté son travail juste après la faillite de sa société, mais ne semblait pas préoccupée à l'idée d'en trouver un autre. Je veux prendre du temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire, m'a-t-elle dit, peut-être suivre des cours de commerce, explorer mes options. Je gagnais bien ma vie, donc cela ne me dérangeait pas de couvrir ses dépenses. En plus, elle avait toujours de nouveaux projets, la boutique, le marketing, le conseil, l'immobilier. Rien de tout cela n'a jamais vu le jour, mais il y avait toujours un nouveau rêve, une nouvelle raison pour laquelle elle avait besoin d'un peu plus de temps. Je lui ai fait ma demande après 2 ans, avec une bague qui coûtait plus qu'un de mes camions de livraison. L'organisation du mariage a consumé Jessica pendant l'année suivante. Chaque conversation tournait autour des lieux, des robes, des fleurs. Elle avait des classeurs remplis de coupures de magazines et des tableaux Pinterest contenant des milliers d'épingles. C'est un événement unique dans une vie, disait-elle chaque fois que je remettais en question les coûts. Tu ne veux pas que ce soit spécial? Spécial signifiait apparemment $85 000.
Le lieu seul coûtait 15 000 $. La robe coûtait 4 500 $. C'est plus que ce que certaines personnes gagnent en 2 ans, lui ai-je dit. Bébé, on peut se le permettre, m'a-t-elle répondu en enroulant ses bras autour de mon cou. Ton entreprise marche super bien. Après une lune de miel de 12 000 $ en Europe, nous avons acheté une maison de 650 000 $ à Maple Heights. Il nous faut de la place pour quand on fondera une famille, m'a dit Jessica, et c'est un excellent investissement. 6 mois plus tard, elle a quitté son nouveau travail. Je ne m'y sens pas bien, je pense que je devrais me concentrer sur la création de ma propre entreprise. Ce moment de réflexion s'est transformé en année. Au lieu de travailler sur des plans d'affaires, Jessica passait ses journées à faire du shopping, à se faire les ongles, à suivre des cours de yoga. Elle a rejoint des clubs de lecture, a pris des cours de poterie. Elle a commencé et abandonné des dizaines de passe-temps. Je fais un investissement sur moi-même, disait-elle quand je laissais entendre qu'elle devrait retourner travailler, apprendre de nouvelles compétences, se créer un réseau. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine pour maintenir notre style de vie, le prêt hypothécaire, les mensualités de la voiture, les factures de carte de crédit de Jessica, les rénovations constantes de la maison. Tu travailles tellement dur, disait-elle en me massant les épaules, tu mérites de profiter de l'argent que tu gagnes, nous le méritons tous les deux. J'aimais la rendre heureuse. Quand elle souriait, vraiment souriait, cela valait tout le stress. Mais il y avait des signes que j'ai ignorés, comme lorsqu'elle levait les yeux au ciel quand je parlais du travail, changeait de sujet dès qu'on parlait de budget, des sorties entre filles de plus en plus fréquentes. Tu es toujours si sérieux, disait-elle, l'argent ne fait pas tout, on devrait s'amuser. 3 ans après notre mariage, j'ai fait entrer un associé dans l'entreprise. C'est là que tout a commencé à s'écrouler. Ryan semblait parfait quand je l'ai rencontré, 36 ans, un MBA d'une bonne école, d'excellentes références venant de son poste dans la logistique en entreprise. Je veux quitter le monde corporate, m'a-t-il dit, travailler avec quelqu'un qui comprend vraiment la logistique, pas juste les tableaux Excel. Il connaissait le côté business, les contrats, la comptabilité, l'optimisation des itinéraires. Moi je m'occupais des opérations, lui s'occupait du développement commercial et des finances. Nos revenus sont passés de 2 800 000 $ à 4 300 000 $ en 12 mois. Jessica a adoré Ryan dès leur première rencontre. Enfin quelqu'un qui comprend les affaires, m'a-t-elle dit après notre premier barbecue d'entreprise, vous allez accomplir de grandes choses. Ryan était charmant, le genre de type qui attire tous les regards dès qu'il entre dans une pièce, beau, bien habillé, beau parleur, BMW, montre luxueuse, connaissait toujours les meilleurs restaurants. Tu devrais t'habiller un peu plus comme Ryan, m'a dit Jessica un jour, prendre de plus beaux vêtements, une meilleure montre. Tu as du succès maintenant, tu devrais en avoir l'apparence. Elle a commencé à poser des questions sur Ryan, comment allait l'entreprise, de quoi parlions-nous en réunion, avait-il une copine, où avait-il grandi, quels endroits avait-il visité. J'essaie juste de mieux connaître ton partenaire, disait-elle quand je me moquais de toutes ces questions. Ryan assistait à de plus en plus d'événements sociaux, les fêtes de l'entreprise, les dîners informels chez nous. Jessica passait des heures à organiser ses réceptions pour que tout soit parfait. Les premières impressions sont importantes dans les affaires, expliquait-elle en réarrangeant le salon, les gens te jugent à ton intérieur. On veut que Ryan voie que nous sommes des gens sophistiqués, des gens à succès. Jessica semblait toujours plus heureuse quand Ryan était là, elle riait plus fort à ses blagues, posait plus de questions sur ses histoires, trouvait des excuses pour lui toucher le bras. Il est tellement cultivé, disait-elle après son départ. Tous ces endroits qu'il a visités, toutes ces choses qu'il a vécues. Tu ne trouves pas que ce serait bien de découvrir un peu plus le monde? On voyage déjà, lui rappelai-je. Je parle de vraiment voyager, découvrir d'autres cultures. Ryan me parlait d'un restaurant incroyable à Tokyo, ça ne te tente pas? Ça me tentait, oui, mais ça semblait aussi très cher. Mais les affaires allaient bien, et je voulais que Jessica soit heureuse. Donc quand elle proposait d'essayer les restaurants recommandés par Ryan, j'acceptais. Quand elle voulait redécorer parce que Ryan avait souligné l'importance d'un bel espace pour recevoir, je disais oui. J'aurais dû faire plus attention. J'étais occupé à dispatcher des camions, à gérer les chauffeurs, et Jessica semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je pensais que la présence de Ryan était bonne pour nous deux. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Tout a commencé par un message, un jeudi matin à 6 heures. Je me préparais pour aller travailler. Une livraison majeure était prévue,
je devais personnellement superviser le chargement et m'assurer que notre chauffeur le plus expérimenté s'en occupait. Mon téléphone a vibré, un message venant d'un numéro inconnu. Tu devrais voir ce que fait ta femme pendant que tu gères des camions toute la journée. Il y avait 3 photos en pièces jointes qui m'ont glacé le sang. La première montrait Jessica et Ryan assis dans un box chez Romano S, ce restaurant italien chic du centre-ville. Elle se penchait sur la table, sa main posée sur la sienne, tous deux souriant comme s'ils partageaient une blague intime. La deuxième photo avait été prise dehors, devant ce qui ressemblait à l'hôtel Marriott sur la 5e rue. Ryan avait un bras autour de la taille de Jessica, et elle le regardait avec une expression que je connaissais, mais que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. La troisième photo était la pire, Ryan et Jessica s'embrassaient dans le parking souterrain de l'hôtel, pas un bisou amical sur la joue, mais un vrai baiser passionné entre deux personnes clairement intimes. Je me suis assis au bord du lit, fixant ces images, pendant que Jessica dormait paisiblement à côté de moi. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à tenir mon téléphone. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avais-je pu passer à côté? Et qui m'avait envoyé ces photos? J'ai transféré les images à mon meilleur ami, Tony, et je l'ai appelé immédiatement. « Sainte vache mec », a dit Tony après avoir vu les photos. « Je suis tellement désolé mon pote, c'est horrible. » Tony est mon meilleur ami depuis que nous avons 15 ans. On a fait le lycée ensemble, et il était mon témoin de mariage. C'est le genre de gars qui te donnerait sa chemise, mais qui n'a pas peur non plus de te dire la vérité en face quand il faut. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» m'a-t-il demandé. « J'ai besoin de tout savoir, lui ai-je dit, depuis combien de temps ça dure, où il se retrouve, s'il y en a d'autres qui sont au courant. Dis rien de plus, donne-moi une semaine. » Tony travaille maintenant dans la sécurité privée, ce qui signifie qu'il a des contacts avec des gens qui peuvent obtenir des informations quand on en a besoin. C'est aussi le genre de gars qui peut te faire rire même quand ton monde s'écroule. « T'en fais pas frère, a-t-il dit, on va découvrir la vérité, et si ce type, Ryan, pense qu'il peut s'en prendre à mon meilleur ami, il va apprendre que le karma prend toutes les formes et toutes les tailles. » Même dans le pire moment de ma vie, Tony a réussi à me faire sourire un peu. Cette semaine a été une véritable torture. J'ai dû agir normalement devant Jessica, faire semblant que tout allait bien, aller au travail chaque jour et m'asseoir face à Ryan en réunion en sachant ce qu'il faisait dans mon dos. Le comportement de Jessica devenait soudain logique quand je commençais à y prêter attention, les courses qui prenaient 3 heures, les cours de yoga à des heures étranges, le nouvel intérêt pour la cuisine, les repas élaborés qu'elle n'avait jamais préparés auparavant. « Je veux devenir une meilleure épouse », disait-elle quand je la complimentais sur le dîner, « je veux m'assurer que tu sois heureux et bien nourri quand tu rentres de tes longues journées. » Pendant ce temps, elle planifiait probablement son prochain rendez-vous avec mon associé. Tony a assuré, comme toujours. Il connaissait un détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité, un ancien inspecteur de police qui avait monté sa propre agence après avoir quitté les forces de l'ordre. « Ce type est bon », m'a assuré Tony, « il est discret, méthodique et ne plaisante pas. S'il y a quelque chose à découvrir, il le découvrira. » Le rapport de l'enquêteur a été dévastateur, mais il a aussi révélé quelque chose que je n'avais pas anticipé. Jessica et Ryan se voyaient en secret depuis 4 mois, toujours dans des restaurants chers, toujours dans de beaux hôtels, toujours en journée, pendant que j'étais censé superviser des itinéraires ou gérer des problèmes de chauffeur. L'enquêteur avait des photos, des relevés de cartes bancaires, des enregistrements d'hôtels, tout. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'enquêteur s'était aussi penché sur les finances de notre entreprise, dans le cadre de ses recherches, et ce qu'il a trouvé m'a coupé le souffle. Ryan volait à l'entreprise. Pas de petites sommes. Il avait gonflé les frais de carburant sur les factures, facturé des entretiens qui n'avaient jamais été faits, créé de faux itinéraires de livraison pour encaisser les paiements et détourner de l'argent depuis les comptes clients. On parle de plus de 430 000 $ qu'il avait volé à notre société en l'espace d'1 an. Ma société, l'entreprise que j'avais construite à partir de rien en travaillant 18 heures par jour et en dormant dans des camions. Ton associé te trahit sur 2 fronts, m'a dit Tony quand je lui ai montré les preuves. Il couche avec ta femme et te vole jusqu'au dernier centime. Quel genre de personne fait ça? J'étais assis dans l'appartement de Tony, fixant des relevés bancaires et des factures de carburant montrant un schéma de vol qui remontait à plusieurs mois. Je vais tout perdre, ai-je dit, l'entreprise, la maison, probablement la moitié de ce qu'il me reste après qu'il ait fini de me dépouiller. Non, tu ne vas pas tout perdre, m'a dit Tony d'un ton ferme, parce qu'on ne va pas le laisser faire. Ce type veut jouer à des jeux, alors on va lui montrer ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne.
Tony a eu une idée si brillante que je ne pouvais pas croire que je n'y avais pas pensé moi-même. Voici ce qu'on va faire, m'a-t-il expliqué. On va laisser Ryan creuser sa propre tombe encore plus profondément. Il ne sait pas que tu es au courant, ni de l'infidélité, ni du détournement. Donc on va mettre en place une opération piège. Le plan était génial dans sa simplicité. Tony avait un contact dans une grande entreprise de fabrication dans l'état voisin qui lui devait une faveur. Ce contact jouerait le rôle d'un client potentiel à la recherche d'un partenaire logistique pour gérer un énorme contrat d'expédition, assez gros pour que Ryan ne puisse pas résister à l'envie d'y détourner de l'argent. On va documenter chaque chose, expliquait Tony, chaque fausse facture, chaque coup gonflé, chaque dollar qu'il essaie de voler. On rassemblera suffisamment de preuves pour non seulement le virer, mais aussi le faire arrêter. Pendant ce temps, je continuerai à jouer le mari et l'associé parfait, sans rien soupçonner. Je serai encore plus gentil avec Jessica, je ferai comme si tout allait bien avec Ryan et je les laisserai croire qu'ils se tiraient d'affaire. La clé, c'est la patience, expliquait l'enquêteur quand nous avons discuté du plan. On a besoin qu'il se sente à l'aise, qu'il fasse des erreurs, qu'il laisse une trace que nous pourrons suivre. C'était le rôle d'acteur le plus difficile de ma vie, mais j'étais porté par une rage pure et une soif de justice. Le rendez-vous avec le faux client a été fixé à un vendredi après-midi. Le contact de Tony a parfaitement joué son rôle, un dirigeant d'usine cherchant un partenaire logistique pour gérer un contrat d'expédition de 15 millions de dollars sur 3 ans. Ce contrat pourrait nous faire passer au niveau supérieur, ai-je dit à Ryan après la réunion en observant ses yeux briller d'avidité. Absolument, a-t-il dit, calculant déjà combien il pourrait voler. Je vais commencer à travailler sur l'analyse des coûts et les propositions d'itinéraire ce week-end. En moins d'une semaine, Ryan avait préparé des propositions qui augmentaient les coûts de transport de 40%. Il avait créé de fausses surtaxes de carburant, des frais de sécurité inutiles et des coûts d'entretien fantômes. Il pensait qu'il était sur le point de décrocher le coup du siècle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque document, chaque email, chaque proposition frauduleuse était enregistrée et copiée. Nous avions tout documenté contre lui. Pendant que Ryan s'occupait de mettre en place son vol, Jessica devenait de plus en plus négligente pour cacher sa liaison. Elle restait dehors plus tard, était plus évidente dans ses mensonges, se montrait plus exigeante concernant l'argent. J'ai vu ce magnifique collier aujourd'hui, disait-elle en me montrant des photos sur son téléphone, il ne coûte que 2400 $. Tu ne crois pas que je mérite quelque chose de joli? J'ai été une si bonne épouse ces derniers temps. Elle avait été une bonne épouse pour Ryan. Le rapport de l'enquêteur montrait qu'il se voyait maintenant 2 à 3 fois par semaine, toujours à mes frais, puisque Ryan payait tout avec de l'argent volé. Un soir, Jessica m'a dit qu'elle dînait avec son amie Lisa pour planifier une sorte d'événement caritatif. On se retrouve dans ce nouveau restaurant de fruits de mer sur Arbor Street, a-t-elle dit. Ça risque de finir tard donc ne m'attends pas. Je savais qu'elle rencontrait Ryan, car l'enquêteur les suivait. Ils sont allés dans le restaurant le plus cher de la ville, le genre d'endroit où un dîner pour 2 coûte 300 $. J'ai décidé de m'amuser un peu avec son mensonge. Vers 9 h du soir, j'ai appelé le restaurant et demandé à parler à Jessica en prétendant qu'il s'agissait d'une urgence familiale. Je suis désolé monsieur, a répondu l'hôtesse, nous n'avons personne de ce nom qui dîne ici ce soir. Quand Jessica est rentrée vers 11 h, je l'attendais dans le salon. Alors, ce dîner avec Lisa? Ai-je demandé d'un ton décontracté. Oh, c'était super, a-t-elle dit sans hésitation, on a passé un bon moment à planifier la vente aux enchères caritatives. Lisa a tellement d'idées créatives. C'est génial, ai-je dit. Dans quel restaurant êtes-vous allé finalement? Tu avais mentionné ce nouveau restaurant de fruits de mer. En fait, on a changé d'avis et on est allé dans ce petit bistrot que Lisa aime bien, tu sais, celui près de chez elle. Intéressant, ai-je dit. J'ai appelé le restaurant de fruits de mer vers 9 h pour te joindre, et ils m'ont dit que tu n'y étais pas. Son visage est devenu pâle. Tu as fait quoi? Pourquoi tu m'as appelé là-bas? On t'a dit qu'on était au bistrot. Jessica, le bistrot est fermé pour rénovation depuis 3 semaines. L'expression de panique dans ses yeux était presque satisfaisante. Presque. Écoute, je ne sais pas ce que tu crois qu'il se passe, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. Je sais pour Ryan, ai-je dit calmement. La réaction de Jessica n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de pleurer, de s'excuser ou de montrer du remords, elle s'est mise en colère. Vraiment en colère. Tu m'as fait suivre, a-t-elle hurlé. Tu es un paranoïaque contrôlant. Je suis paranoïaque?
tu as une liaison avec mon associé, et je suis paranoïaque? Peut-être que si tu faisais attention à moi au lieu de te consacrer à ta fichue entreprise de camionnage, ça ne serait pas arrivé. Le niveau de prétention était stupéfiant. Elle me trompait et, d'une façon ou d'une autre, c'était de ma faute parce que je travaillais trop pour financer le style de vie qu'elle exigeait. Tu n'es jamais là, a-t-elle continué. Tu es toujours occupé avec des chauffeurs, des pannes de camions ou des plannings de livraison. Tu rentres à la maison épuisé. Tu ne m'emmènes plus dans des endroits agréables. Ryan me traite comme une femme, il m'emmène dans de merveilleux restaurants, m'offre de belles choses, me fait me sentir spécial. Avec de l'argent qu'il a volé à notre entreprise, ai-je dit. Elle haussa les épaules comme si cela n'avait aucune importance. Je ne connais rien aux finances de ton entreprise. Tout ce que je sais, c'est que Ryan m'apprécie et que toi non. Jessica, l'argent que tu crois que Ryan dépense pour toi, il l'a volé à moi, à nous. Ce n'est pas son argent. Peu importe, dit-elle en croisant les bras. Je me fiche de tes drames professionnels. Ce qui m'importe, c'est que je ne suis plus heureuse dans ce mariage. Donc tu as décidé de me tromper au lieu de m'en parler? J'ai décidé de trouver quelqu'un qui se soucie réellement de mes besoins, a-t-elle rétorqué. Ryan m'écoute, il veut voyager avec moi, découvrir la vie avec moi. Toi, tu veux juste travailler tout le temps et rentrer regarder la télé. Je travaille pour payer cette maison, ta voiture, tes cartes de crédit, tes séances de shopping, tes cours de yoga, tout ce que tu veux. Et je suis censée être reconnaissante pour ça? Je suis censée juste rester ici et être heureuse d'être ignorée pendant que tu construis ton précieuse entreprise. C'était incroyable. Je me tuais à la tâche pour lui offrir tout ce qu'elle voulait, et elle m'en voulait de ne pas être assez disponible. Je veux divorcer, a-t-elle dit soudainement, et je veux la moitié de tout. J'ai failli éclater de rire. La moitié de quoi exactement? La moitié de l'entreprise, la moitié de la maison, une pension alimentaire, tout. Tu m'as négligé pendant des années, je mérite une compensation pour tout le temps que j'ai perdu dans ce mariage. Cette femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour depuis notre mariage, qui dépensait comme si l'argent coulait à flot, qui n'avait apporté aucune contribution à l'entreprise, sauf pour en dépenser les bénéfices. Et j'imagine que tu vas continuer ta relation avec Ryan, ai-je demandé. Ryan et moi sommes amoureux, dit-elle avec défi. Il m'a déjà parlé qu'on emménage ensemble une fois que tout sera réglé. Il va m'aider à lancer ma boutique. Il croit en mes rêves. Avec plus d'argent volé. Arrête de dire ça. Ryan a du succès, il a son propre argent. Jessica, Ryan détourne de l'argent de notre entreprise depuis des mois. Chaque dîner chic, chaque chambre d'hôtel, chaque cadeau qu'il t'a offert a été payé avec de l'argent qu'il m'a volé. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Ce n'est pas vrai. Tu essaies juste de le faire passer pour un salaud parce que tu es jaloux. J'ai des preuves, ai-je dit. Relevé bancaire, facture, reçu. Ryan a volé plus de 430 000 $ à notre entreprise. Tu mens, dit-elle, mais je voyais le doute commencer à envahir son regard. J'appelle mon avocat lundi, dit-elle finalement. Je veux la moitié de tout et je veux que tu arrêtes de harceler Ryan. C'est un homme bien et il ne mérite pas d'être attaqué juste parce que tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Parfait. Tout se déroulait comme prévu. Jessica a déposé une demande de divorce le lundi suivant. Son avocat était l'un de ces types agressifs spécialisés dans l'obtention de tout ce que les femmes méritent. Il demandait la moitié de l'entreprise, la maison, 8 000 $ par mois de pension alimentaire et tout un tas d'autres absurdités. Votre cliente dépend financièrement de mon client depuis des années, écrivait l'avocat dans la requête initiale. Elle a sacrifié sa propre carrière pour soutenir les ambitions professionnelles de son mari et mérite d'être compensée en conséquence. Pendant ce temps, Ryan se préparait à exécuter son plus gros vol à ce jour avec notre faux client. Il avait préparé des propositions totalisant 750 000 $ de coûts fictifs sur la première année du contrat, pensant qu'il était sur le point de réussir le coup de sa vie. Mais avant que je ne puisse enclencher le piège légal, Jessica m'a forcé la main de la pire façon possible. C'était un samedi soir, et notre amie Lisa organisait l'un de ses dîners. Jessica agissait comme si tout était normal, me demandant même si je voulais y aller. Ce sera sympa, disait-elle avec une fausse douceur. Juste un petit groupe d'amis. Ryan sera sûrement là aussi, tu sais comme Lisa aime inviter tout le monde. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle voulait afficher sa liaison devant tout le monde, probablement en espérant me pousser à faire quelque chose qui me ferait passer pour le méchant dans le divorce.
J'ai décidé d'y aller, la laisser jouer son jeu. J'avais des preuves qui allaient les détruire tous les deux légalement. Mais une partie de moi voulait voir jusqu'où elle irait. La fête avait lieu chez Lisa, dans une grande maison au plan ouvert qui permettait de voir tout le monde facilement. Dès que nous sommes entrés, j'ai senti les regards. Ce regard compatissant que les gens te lancent quand ils savent quelque chose que tu es censé ignorer. Ils savaient tous. Chaque personne à cette fête connaissait la liaison, et ils m'avaient observé me promener comme un idiot pendant des mois. Jessica a immédiatement commencé à saluer les invités, jouant l'hôtesse parfaite, riant, étreignant les gens, agissant comme si tout allait bien. Puis j'ai vu Ryan près de l'îlot de cuisine, un verre à la main, avec son air suffisant habituel. Quand nos regards se sont croisés, il n'a pas détourné les yeux ni eu l'air gêné. Au contraire, il a souri et levé son verre vers moi, comme s'il portait un toast à sa victoire. Je voulais traverser la pièce et en finir avec lui sur le champ. Mais je me suis retenu. J'ai pris un soda et j'ai essayé de jouer le jeu avec les petites conversations, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Puis Jessica s'est approchée de Ryan. La façon dont elle riait à ses blagues, se penchait vers lui touchait le bras. Elle faisait tout ça juste devant moi, délibérément. Elle voulait que tout le monde le voie. Elle voulait que je réagisse pour pouvoir jouer la victime. Le point de rupture est arrivé quand j'ai entendu deux femmes près de la table à vin. Tu peux croire qu'elle est aussi évidente ? Chuchota l'une. Le pauvre gars ne se doute pas à quel point c'est grave. J'ai entendu dire que Ryan s'en vantait au bureau, répondit l'autre. Il dit qu'il l'a complètement dans sa poche et que le mari est trop idiot pour s'en rendre compte. C'en était trop. Ma patience a explosé. J'ai posé mon verre et je suis allé droit vers Jessica et Ryan. La conversation autour de nous s'est arrêtée alors que les gens sentaient que quelque chose allait se passer. C'est quoi ce bordel ? Ai-je dit assez fort pour que tout le monde autour entende. Le sourire de Jessica s'est évanoui. Elle a regardé autour d'elle, consciente de la tension. De quoi tu parles ? Dit-elle en essayant de garder son calme. Tu sais exactement de quoi je parle. J'ai fait un geste vers Ryan. Tu le vois en cachette depuis des mois, tu me mens en face, et maintenant tu affiches ça devant tout le monde comme si je n'existais pas. Des exclamations ont traversé la foule. Jessica s'est rapprochée et a murmuré d'un ton sec. Ne fais pas ça ici. Pourquoi pas ? Ai-je répliqué. Ça ne t'a pas dérangé de le faire ici quand tu étais collé à lui comme si je n'étais pas juste là. Ryan a finalement ouvert la bouche. Son air suffisant a laissé place à quelque chose de plus défensif. Écoute mec, peut-être que tu devrais te calmer. Ne me dis pas de me calmer. Je l'ai interrompu. Tu couches avec ma femme et tu voles à ma société. Tu voles. Le visage de Ryan est devenu livide. Je ne sais pas de quoi tu parles. 430 000 $, Ryan, c'est ce que tu as volé à notre entreprise. Chaque dîner chic, chaque chambre d'hôtel, chaque cadeau que tu lui as offert, tout a été payé avec de l'argent que tu m'as volé. La pièce est devenue complètement silencieuse. Jessica avait l'air confuse et furieuse. Ce n'est pas vrai, lança-t-elle. Tu essaies juste de le faire passer pour un salaud parce que tu es jaloux. J'ai des relevés bancaires, des factures, des reçus. Le FBI va être très intéressé par la comptabilité créative de ton petit ami. C'est là que c'est arrivé. Jessica a levé la main et m'a giflé violemment. Le son a résonné dans la pièce et tout le monde a poussé un cri de surprise. Ma joue me brûlait, mes oreilles sifflaient. J'ai porté la main à mon visage, plus choqué que blessé. Tu es pathétique, cracha-t-elle. Tu ne supportes pas que quelqu'un me désire, que quelqu'un me traite mieux que toi. Toute la fête nous regardait. Je pouvais sentir leur pitié comme des aiguilles dans ma peau. Ryan posa sa main sur l'épaule de Jessica, comme pour la réconforter. Tu devrais partir, me dit-il, comme si j'étais un invité indésirable. Quelque chose a craqué en moi. Je n'allais nulle part. Tu crois que je vais partir ? Ai-je dit en m'avançant vers Ryan. Après ce que tu as fait ? Hors de question. Ryan a essayé de jouer les durs, redressant les épaules, mais je voyais la peur dans ses yeux. Recule, dit-il d'une voix tremblante. Ou quoi ? Je me suis encore rapproché. C'est là qu'il m'a poussé, juste assez pour me faire reculer d'un pas. Mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Mon poing a frappé sa mâchoire avant qu'il ne puisse cligner des yeux. Le craquement a résonné dans la pièce et il a titubé en arrière, manquant de renverser la table basse. Tout le monde s'est mis à crier, mais je n'entendais plus rien.
Ryan s'est redressé en s'essuyant la lèvre ensanglantée, puis s'est jeté sur moi. Nous avons percuté le canapé, renversant des verres en tombant au sol. Il a lancé un coup de poing maladroit qui a à peine effleuré mon épaule, mais je l'ai attrapé par sa chemise et j'ai frappé ses côtes 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il suffoque. Arrête, hurla Jessica, mais je n'ai pas arrêté. Pas avant qu'il ne me repousse assez fort pour se relever. Son nez saignait et ses yeux étaient grands ouverts de panique. Il a tenté de frapper à nouveau, mais j'ai attrapé son bras, l'ai tordu derrière son dos, puis je l'ai plaqué la tête la première contre la table basse en verre de Lisa. La table a explosé et il a poussé un cri de douleur, s'effondrant au sol, le visage en sang, la bouche et le nez ruisselant. Je me suis tenu au-dessus de lui, respirant fort, les jointures en feu, au milieu des éclats de verre. Je pouvais voir une de ses dents de devant. Jessica s'est précipitée vers lui en pleurant, essayant d'arrêter le sang. « Tu es fou » hurla-t-elle. Mais je ne la regardais même pas. Mon regard était toujours fixé sur Ryan, gémissant au sol, le visage embouilli. « Tu voulais m'humilier » ai-je dit, la voix tremblante de rage. « Voilà ce que tu mérites. » Je me suis tourné vers les invités, vers tous ces visages choqués. « Et vous autres, maintenant vous connaissez la vérité sur votre soi-disant Golden Boy. C'est un voleur et un briseur de foyer, et il vient de recevoir exactement ce qu'il méritait. Je suis sorti de cette maison la tête haute. Qu'ils appellent la police s'ils le voulaient, j'avais des projets bien plus grands pour Ryan et Jessica. Après cet incident, j'étais plus déterminé que jamais à les détruire légalement. Ryan n'a pas porté plainte pour la bagarre, probablement parce qu'il ne voulait pas attirer plus d'attention sur sa situation. Mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai contacté le FBI dès le lundi suivant. Il s'avère que quand on vole 430 000 $ et qu'on tente de frauder ce qu'on pense être un client légitime de 750 000 $ supplémentaires, on entre dans le domaine des crimes fédéraux. J'ai rencontré les agents fédéraux un mercredi matin avec toutes les preuves recueillies par l'enquêteur, plus tout ce que nous avions documenté pendant l'opération de piège. C'est un excellent travail, m'a dit l'agent principal en consultant les dossiers. Nous avons ici suffisamment de matière pour plusieurs chefs d'inculpation criminelle. Nous aurons besoin que vous participiez à la réunion finale avec votre partenaire afin de l'enregistrer. 2 jours plus tard, Ryan est entré dans ce qu'il pensait être une réunion de routine avec notre faux client. Il portait encore un pansement sur le nez après notre affrontement à la fête, et espérait probablement conclure l'affaire rapidement avant de quitter la ville. À la place, il m'a trouvé avec 3 agents fédéraux et un sacré paquet d'ennuis. Ryan Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude électronique et conspiration en vue de commettre une fraude. L'expression sur son visage était encore meilleure que la première fois, un choc total, puis la panique, puis la reconnaissance quand il a compris que j'avais orchestré tout cela. C'est à cause de la bagarre, pas vrai? A-t-il dit pendant qu'on lui passait les menottes. Tu n'as pas le droit de faire ça juste parce que tu es en colère à cause de ta femme. Ryan, ai-je dit calmement, cela n'a rien à voir avec ma femme. Il s'agit des 430 000 $ que tu as volés à mon entreprise. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Tu te souviens comment Jessica se croyait si maligne, à avoir une liaison avec un homme riche et plein de succès? Il s'avère que quand on vole de l'argent et qu'on commet des fraudes, et que ta petite amie profite d'un style de vie luxueux sans jamais poser de questions, elle devient ce que la loi appelle une complice. Tous ces dîners coûteux, les chambres d'hôtel, les bijoux, les week-ends, tout avait été payé avec de l'argent volé à mon entreprise. Et Jessica avait publié toutes ses expériences sur les réseaux sociaux, exhibant les cadeaux que Ryan lui avait achetés, se vantant des restaurants où il l'emmenait. Le FBI s'est présenté à notre maison ce même après-midi pour arrêter Jessica. C'est de la folie, hurla-t-elle pendant qu'on lui lisait ses droits. Je ne savais rien de tout ça, je croyais qu'il avait son propre argent. Madame, vous êtes inculpée de complicité de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, expliqua l'agent avec calme. Vous avez sciemment profité d'argent volé à l'entreprise de votre mari. Mais je ne savais pas que c'était de l'argent volé, protesta-t-elle. Madame, vos publications sur les réseaux sociaux vous montrent en train de vous vanter de cadeaux et d'expériences coûteuses qui dépassaient largement les revenus légitimes de votre petit ami au sein de l'entreprise. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où venait cet argent. Tandis qu'il l'emmenait menotter, Jessica me lança un regard mêlé de rage et de désespoir. C'est toi qui as fait ça, hurla-t-elle. Tu nous as piégés. C'est de l'entraînement. Non, ai-je dit calmement. C'est la justice. Tu ne peux pas me faire ça. Je vais tout perdre. S'il te plaît, tu dois m'aider. Tu as déjà tout perdu, ai-je répondu.
Tu ne t'en étais simplement pas encore rendu compte. Les mois suivants furent comme regarder des dominos tomber, de la manière la plus satisfaisante qui soit. Ryan a écopé de 8 ans de prison fédérale et a été condamné à rembourser chaque centime volé. Comme il avait déjà tout dépensé dans son style de vie extravagant et des cadeaux pour Jessica, ses biens ont été saisis, sa BMW, son appartement, ses montres de luxe, tout. Jessica a écopé de 3 ans et a aussi été tenue responsable du remboursement. Son avocat a tenté de faire valoir qu'elle était une victime innocente qui ignorait tout du vol, mais cette défense s'est vite effondrée. Votre honneur, déclara le procureur lors du verdict, la prévenue a publié plus de 200 photos sur les réseaux sociaux montrant des cadeaux luxueux, des vacances de rêve et des repas gastronomiques. Elle ne s'est jamais demandé comment un homme gagnant 95 000 $ par an pouvait mener un train de vie coûtant plus de 350 000 $ par an. La juge n'a pas été indulgente. L'ignorance volontaire n'est pas une défense, dit-elle. La prévenue a choisi de ne pas poser de questions, car elle ne voulait pas connaître les réponses. Mais le meilleur moment fut de voir l'affaire de divorce de Jessica s'écrouler complètement. Tu ne peux pas réclamer la moitié d'une entreprise quand tu vas en prison fédérale pour avoir aidé à voler cette même entreprise. Tu ne peux pas demander de pension quand tu dois rembourser des centaines de milliers de dollars pour blanchiment d'argent. Tu ne peux pas garder la maison quand elle doit être vendue pour payer les frais d'avocat et les ordonnances judiciaires. Son avocat agressif l'a abandonné dès que les charges criminelles ont été déposées. Je ne représente pas des clients accusés de crimes fédéraux, lui a-t-il dit. Ce n'est pas mon domaine. Au lieu d'avoir la moitié de tout, Jessica a tout perdu. La maison a dû être vendue pour couvrir les frais judiciaires et les remboursements. Sa voiture a été saisie. Elle a dû retourner vivre chez ses parents, à 32 ans. Pendant ce temps, mon entreprise s'est mise à prospérer comme jamais. Il s'avère que quand tu ne perds plus 35 000 $ par mois à cause d'un voleur, tes marges bénéficiaires s'améliorent considérablement. J'ai payé tous les frais juridiques en 6 mois et j'ai élargi la flotte à 42 camions avec 55 chauffeurs. Tony m'a accompagné durant tout le processus, m'apportant un soutien moral et, parfois, un peu d'humour. Tu sais ce qui est le meilleur dans tout ça, m'a-t-il dit un jour alors qu'on consultait les rapports financiers de l'entreprise. Elle pensait troquer son mari contre un type plus riche, et elle a fini par échanger un chef d'entreprise prospère contre un détenu fédéral. Ce gars a toujours su remettre les choses en perspective. Environ 6 mois après la condamnation, mon téléphone a sonné tard un soir. L'afficheur indiquait qu'il s'agissait d'un appel du centre de détention fédéral où Jessica purgeait sa peine. Veuillez accepter cet appel à frais virés de la part de Jessica, disait la voix automatisée. J'ai accepté l'appel. Dieu merci, tu as répondu, dit Jessica, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas survivre ici. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Que veux-tu exactement que je fasse? Ai-je demandé. Je ne sais pas, écrit une lettre au juge ou quelque chose. Dis-leur que j'ai été manipulé, que je ne savais pas ce que faisait Ryan. S'il te plaît, je deviens folle ici. Jessica, ai-je dit, tu avais la chance d'être honnête avec moi. Tu as choisi de mentir, de trahir et de voler à la place. J'ai fait une erreur, sanglota-t-elle. Je le sais maintenant, mais je ne supporte pas cet endroit. Les autres femmes sont dangereuses. La nourriture est horrible. Et je dois partager une cellule avec une femme qui ronfle toute la nuit. On dirait que tu découvres enfin ce que signifient les conséquences, ai-je dit. S'il te plaît, supplia-t-elle, je ferai n'importe quoi. Je signerai des papiers abandonnant toute réclamation sur l'entreprise, la maison, tout. Aide-moi juste à sortir d'ici. Jessica, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je t'ai confronté à propos de ta liaison. Tu as dit que Ryan te traitait comme une reine et qu'il t'appréciait et bien, félicitations. Tu as eu exactement ce que tu voulais. Ce n'est pas juste. Ryan m'a menti aussi. Il m'a dit qu'il avait son propre argent, qu'il avait réussi. Je ne savais pas qu'il te volait. Mais tu n'as pas posé de questions, n'est-ce pas? Parce que tu ne voulais pas connaître la vérité. Tu voulais juste que quelqu'un paie pour ton style de vie extravagant. La ligne est restée silencieuse un instant. Alors tu ne vas pas m'aider, demanda-t-elle d'une petite voix. Jessica, tu as fait tes choix. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. Et j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, Ryan a appelé depuis sa prison, le même ton désespéré, les mêmes excuses pathétiques. Mec, je sais qu'on a eu nos différends, mais on était amis à une époque, dit-il. Tu ne pourrais pas écrire une lettre au juge, lui dire que j'étais un bon partenaire avant que ça dérape?
Ryan, ai-je dit, la seule lettre que je pourrais écrire à ton sujet serait pour m'assurer que tu purges chaque jour de ta peine. Allez mec, j'ai fait des erreurs mais je ne suis pas un mauvais gars. J'ai juste été dépassé par la situation. Tu m'as volé 430 000 $ et tu as couché avec ma femme. Dans quel univers cela ne fait pas de toi un mauvais gars? J'allais rembourser, affirma-t-il. Je faisais juste un prêt temporaire. J'avais des investissements qui allaient rapporter. Ryan, tu as dépensé l'argent dans des hôtels, des bijoux et des dîners luxueux. Tu n'investissais rien du tout. Écoute, je sais que tu es en colère, mais réfléchis rationnellement. M'aider à sortir plus tôt ne te fait aucun mal et ça pourrait t'aider avec les paiements de restitution. J'ai dû en rire. Ryan, tu n'as aucun bien, aucune perspective d'emploi, aucune crédibilité. Tu ne feras aucun paiement de restitution, que tu sois en prison pendant 5 ans ou 8 ans. S'il te plaît, mec, je t'en supplie. Tu aurais dû y penser avant de décider de détruire ma vie, ai-je dit, et j'ai raccroché.